C'est l'heure du journal en version française. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, les récentes informations relatives à l'insécurité à Antananarive et ses environs suscitent une vive inquiétude. À Varadjan, à Timoujan, Antananarive et Nvouïch, des faits d'insécurité sont signalés presque partout. Bien que les forces de l'ordre accomplissent leur mission quotidienne, les actes criminels persistent. Quelles en sont les causes? Réponse dans cet édito de Jean-Claude Adjamalal. Malgré les efforts déployés par la police nationale et la gendarmerie pour éradiquer les actes de banditisme avant, pendant et après les fêtes de fin d'année et du Nouvel An, les informations faisant état de faits d'insécurité se multiplient ces derniers temps. Parmi les cas recensés figurent des meurtres liés à des tentatives de vol, notamment celui d'un chauffeur de taxi à La Sourd, ainsi qu'un homicide survenu à 67 hectares. S'ajoutant à cela, des braquages impliquant d'importantes sommes d'argent et des véhicules en 4 Kelilaf, des agressions perpétrées par des bandes armées à Antanetebe Ambujapetu, sans oublier les cambriolages à répétition dans de nombreux Fouktan. Les vols à la tire et les vols à l'arraché se multiplient également dans les marchés tels qu'à Nusibe, Beorirk et Anjavwang, ainsi que dans des gares routières devenues de véritables foyers d'insécurité. Les stratégies mises en place pour éradiquer ou réduire ces actes criminels demeurent floues. La population vit désormais dans la peur face à ces situations, d'autant plus que certains éléments des forces de l'ordre ne bénéficient plus de la confiance des citoyens en raison de contrôles illégaux ayant parfois servi de couverture à des actes de pillage observés dans le pays. Face à l'urgence, des solutions de fortune émergent. Les habitants tentent de s'organiser pour se protéger et s'entraider en attendant l'intervention des forces de sécurité réellement engagées. Selon les analystes sociaux, il est indispensable de créer des emplois décents pour les jeunes, de renforcer l'éducation civique et morale de la population, d'exiger le respect strict de la loi par certains agents des forces de l'ordre et d'imposer aux responsables publics de montrer l'exemple si l'on souhaite rétablir une société fondée sur la sécurité et la confiance. Les dirigeants sont-ils prêts à s'attaquer à ces problèmes ou restent-ils focalisés sur la formation des forces armées malagasy par des armées étrangères? Des solutions urgentes face à cette montée de l'insécurité sont vivement attendues. Toujours concernant l'insécurité, 7 bandits spécialisés dans les agressions à Itosi ont été poursuivis par la gendarmerie ce matin. 5 d'entre eux ont été atteints par balle, l'un a succombé à ses blessures, un autre est actuellement hospitalisé, tandis qu'un troisième a été interpellé par les gendarmes. Les autres suspects sont toujours en fuite. Des couteaux de grande taille, des téléphones portables ainsi que d'autres objets volés ont été retrouvés en possession de ces bandits. Les détails avec Fingesena Mireille et Yves Janel. De nombreuses plaintes ont été enregistrées à Itosi et dans les environs, faisant état de vols et d'agressions répétées. Vers 1h du matin, des victimes ont été attaquées par ces bandits au niveau de Manzakatumpu. Les malfaiteurs ont dérobé des téléphones portables, des bagues, d'autres bijoux, ainsi que de l'argent. Les agresseurs portaient des masques et étaient armés de longs couteaux. Les commerçants matinaux étaient leur principale cible. Les bandits ont opéré dans plusieurs quartiers d'Itosi à partir d'1h du matin. Suite aux alertes lancées par les habitants, la gendarmerie a immédiatement engagé une poursuite. Aux alentours de 3h du matin, un échange de tirs a éclaté alors que les bandits étaient encore en train de commettre leur acte criminel. La gendarmerie d'Ambujapetu appelle la population à une collaboration étroite afin de permettre l'arrestation des bandits encore en fuite. Elle invite également les citoyens à signaler sans hésitation aux forces de l'ordre tout incident de ce genre. Et puis, un homme impliqué dans la vente d'ossements humains a été arrêté hier par la police dans la commune d'Anousve, le district de Farafangan. Il est actuellement placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête avant sa présentation devant le parquet. Ses complices présumés sont toujours activement recherchés. Reportage de Felena Rakotarsoul. Un homme a été interpellé hier par les policiers de la CRFIP à Timosinanen pour vol et tentative de vente d'ossements humains dans la commune rurale d'Anousve, le district de Farafangan. Il est actuellement auditionné au commissariat de police de Farafangan.
C'est grâce à des informations fournies par des citoyens de bonne volonté que la police a pu mettre en place une opération de filature et de flagrant délit, conduisant à l'arrestation du suspect. Au moment de son interpellation, 48 ossements humains ont été saisis en sa possession. Il a également été établi que des complices sont toujours recherchés dans le cadre de cette affaire. Le suspect sera présenté à la justice à l'issue de l'enquête selon les informations. Le vol, la profanation et la vente d'ossements humains sont des infractions pénales sévèrement réprimées par la loi et passibles de peine d'emprisonnement. Et parlons à présent de santé, où 24 cas d'Mpox ont été recensés à Madagascar le lundi 12 janvier, selon les données officielles communiquées par le ministère de la Santé publique. À cette date, le nombre total de cas enregistrés s'élève ainsi à 228, dont 204 cas suspects et 24 cas confirmés de Mpox. La répartition des cas confirmés se présente comme suit: 17 cas à Madzang, considéré comme l'épicentre de l'épidémie, 3 cas à Antirabé, 1 cas à Maevatanan, 1 cas à Mandout et 2 cas confirmés à Antananarivo. Les opérations d'identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec les cas confirmés se poursuivent selon les précisions du ministère de la Santé publique. En politique, la position de Madagascar sur l'échiquier politique international apparaît aujourd'hui totalement floue, alors que par le passé, la coopération du pays avec l'ensemble des nations était ouverte et équilibrée. La place de Madagascar dans la politique internationale sous le régime actuel semble de plus en plus ambiguë. Le pays s'oriente-t-il vers l'Occident ou vers l'Orient? Réponse dans cet édito de Jean-Claude Ndjamalal. Selon le communiqué publié par le ministère malagasy des Affaires étrangères au début de cette année, un rappel a été fait concernant la loi numéro 2022-508 du 13 avril 2022 relative à l'organisation de la prise de parole du ministère des Affaires étrangères sur la scène internationale. Cette loi stipule clairement que seules les personnes dûment autorisées sont habilitées à s'exprimer au nom de Madagascar à l'échelle internationale. Sous les régimes successifs, cette loi n'avait que rarement fait l'objet de rappels officiels. À la lecture de ce communiqué, on peut supposer l'existence de certaines inquiétudes ou craintes d'ordre diplomatique ayant conduit le ministre des Affaires étrangères à rappeler cette disposition à certaines personnalités au sein du pouvoir qui s'expriment au nom de Madagascar sur la scène internationale. La question migratoire constitue également l'un des enjeux majeurs actuels. Madagascar a historiquement accueilli de nombreuses communautés migrantes, notamment les Indo-Pakistanais installés dans le pays depuis plus de 200 ans, ainsi que des ressortissants chinois et français. Sous le régime du HVM, de nombreux migrants ont également été accueillis, parmi lesquels des ressortissants afghans. Par ailleurs, une communauté sri-lankaise s'est également implantée durablement dans le pays. Sur le plan international, les informations font état de la destruction quasi totale des zones d'habitation à Gaza à la suite des attaques menées par Israël contre la Palestine. Aux États-Unis, les expulsions de migrants qualifiés d'irréguliers se multiplient, suscitant une vive inquiétude, d'autant plus que des rumeurs font état de recherches en cours de pays d'accueil alternatifs par les autorités américaines. Les observateurs ont vu leurs préoccupations s'accentuer après la visite à Madagascar des délégations spéciales envoyées par le président américain, venu rencontrer le chef de l'État malagasy. Ces rencontres tenues au palais présidentiel n'ont donné lieu à aucune communication claire. Quel était réellement l'objet de ces missions diplomatiques? Quelle coopération? Quels avantages? Mais aussi, quels risques pourraient-ils en découler pour Madagascar? Par ailleurs, la coopération étroite avec la Russie est fortement mise en avant, au point que cette relation est présentée comme solide et durable. Dans le même temps, la France a également réaffirmé son soutien au régime en place. Au regard de ces éléments, quelle est aujourd'hui la véritable orientation de la diplomatie malagasy? Madagascar se tourne-t-il vers l'Occident ou vers l'Orient? Des explications claires sont désormais attendues de la part des autorités habilitées à s'exprimer au nom du gouvernement sur la scène internationale afin de définir précisément la ligne diplomatique que ce régime entend adopter.
En éducation, l'examen national du baccalauréat général se tiendra du 17 au 21 août 2026. Les inscriptions ont débuté le lundi 12 janvier et prendront fin le 10 avril de cette année à 18 heures. Aucune dérogation ne sera accordée pour le dépôt des dossiers après la date limite fixée, a souligné le ministère de l'Enseignement supérieur. L'examen national du baccalauréat général se déroulera du 17 au 21 août 2026. À ces mêmes dates aura lieu la première session du baccalauréat technologique, technique et professionnel. La seconde session est prévue du lundi 24 au jeudi 27 août 2026, selon le calendrier officiel publié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les inscriptions ont débuté le 12 janvier et prendront fin le 10 avril 2026. Elles se font auprès de la direction ou du service chargé du baccalauréat au sein de chaque université. Aucune dérogation ne sera accordée pour le dépôt des dossiers après le délai fixé, a réaffirmé le ministère de l'Enseignement supérieur. Les frais d'inscription demeurent inchangés, 15 000 arrières pour les candidats scolarisés, 50 000 arrières pour les candidats libres et 100 000 arrières pour les candidats étrangers. Il est à noter que les candidats libres inscrits au baccalauréat technologique et technique doivent obligatoirement être titulaires du brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent et justifier de notes de contrôle continu dans les matières suivies au lycée technique. Et l'augmentation de 14% du salaire des fonctionnaires entre en vigueur à partir de ce mois de janvier, selon la déclaration du ministre de l'Économie et des Finances hier sur la chaîne nationale. Une nouvelle accueillie favorablement par les fonctionnaires, mais qui suscite également des craintes quant à une possible hausse du coût de la vie et à l'élargissement de l'écart entre le secteur public et le secteur privé. Reportage. Le budget alloué au salaire des fonctionnaires pour l'année 2026 a augmenté de 26,16% par rapport à la loi de finances 2025, alors qu'il s'élevait à environ 3 800 milliards d'arières en 2025. Il atteint désormais 4 852,76 milliards d'arières. Cette hausse s'explique par l'augmentation salariale de 14% accordée aux fonctionnaires ainsi que le versement de primes aux agents de secteur de l'éducation, de la santé et aux forces de l'ordre. Selon les déclarations du ministre concerné lors d'une émission spéciale diffusée hier sur la télévision nationale, cette mesure prend effet dès ce mois de janvier, avec un rappel prévu pour ceux qui n'auraient pas encore bénéficié de cette augmentation au cours du mois. Cependant, cette revalorisation des salaires des fonctionnaires pourrait entraîner des conséquences négatives pour la population, notamment une hausse généralisée du coût de la vie. Elle risque également d'accentuer l'écart entre les fonctionnaires et les salariés du secteur privé, dont les salaires n'ont pas connu d'augmentation, alors que l'inflation concernera tout le monde. Il appartient ainsi à l'État de prendre les mesures adéquates afin de faire face à une éventuelle hausse excessive du coût de la vie. Et voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. En Iran, un calme précaire semble être revenu, la population préférant rester chez elle par peur de la féroce répression qui s'est abattue sur les manifestants, explique le correspondant de France 24. L'ampleur de la répression en Iran a créé beaucoup de colère, en particulier les images de la morgue Karizak au sud de Téhéran, montrant des dizaines de sacs mortuaires, souligne-t-il. France 24. C'est très difficile d'avoir des informations sur place également puisque l'internet est totalement coupé à l'intérieur du pays. À Téhéran même après les journées de manifestation très importantes entre jeudi et dimanche, il semble qu'il y ait donc moins de manifestations. J'ai interrogé des habitants de plusieurs quartiers de Téhéran où il y avait des manifestations importantes entre jeudi et dimanche. Et ils m'ont dit que mardi soir, c'était plutôt calme dans ces quartiers, qui avaient connu des manifestations importantes. Les autorités, de leur côté, ont annoncé de nombreuses arrestations de personnes qu'ils qualifient désormais de fauteurs de troubles ou d'émeutiers.
et de saisie d'armes, à la fois à Téhéran mais aussi en province. Tout le monde ici est bien sûr choqué par les images de la morgue de Kahrizak dans le sud de Téhéran, puisque ici en Iran, on a tout le monde possède des paraboles, ou presque tout le monde dans les grandes villes, mais aussi dans les petits villages les plus éloignés, donc possèdent des paraboles et ont accès et peuvent regarder les chaînes satellitaires qui émettent depuis l'étranger, notamment les chaînes en persan qui ont diffusé ces images. Et dans ces images, on voit bien sûr, comme on a pu le voir sur France 24, des dizaines, voire des centaines de corps jonchés à même le sol, alors que les familles tentent de retrouver les corps d'un proche disparu ou d'un ami. Des scènes horribles qui ont provoqué beaucoup de colère et qui montrent en tout cas que le nombre des morts est très élevé, tout comme le nombre des blessés. Parmi les personnes que moi-même je connais, j'ai eu des témoignages faisant état de plusieurs personnes tuées par balle et au moins une dizaine de blessés. Siavash, vous êtes à Téhéran. Est-ce que depuis la capitale, on arrive à avoir des informations sur ce qui se passe ailleurs en Iran? Alors le seul moyen, c'est d'appeler par exemple des connaissances dans les villes de province. Là encore, on a très peu d'informations. Il y a eu beaucoup de manifestations durant ces 4 jours, suite à l'appel qui avait été lancé par Reza Pahlavi. J'ai interrogé par exemple une personne qui vit dans une ville à 100 kilomètres de Téhéran, une ville de 800 000 habitants, qui avait connu d'importantes manifestations. Et cette personne qui avait elle-même participé à ces manifestations m'a dit que la situation était désormais calme à cause de la répression, bien sûr, des arrestations en nombre et le déploiement des forces de l'ordre qui sont partout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce mouvement de contestation peut repartir à tout moment. Et dans ce contexte, est-ce qu'il est dangereux de sortir dans la rue la nuit aujourd'hui? Alors dans la journée, il y a une circulation automobile normale. Beaucoup de magasins sont ouverts, mais on connaît pas les embouteillages que les habitants de Téhéran connaissent normalement. Par exemple, pour vous donner un exemple, un trajet que moi je fais normalement en 1 heure, lundi après-midi, je l'ai fait en 10 minutes, c'est-à-dire beaucoup moins de gens dans la rue, surtout à la tombée de la nuit. Beaucoup de magasins préfèrent fermer plutôt que prévu, ne pas rester ouverts trop tard le soir. Et puis aussi, une mesure qui a été prise par les autorités, c'est que dès la nuit tombée, il y a moins d'éclairage public. Par exemple, à 8h, 9h du soir, on a l'impression qu'il fait 3h du matin, et donc une manière de pousser les gens à rentrer plus tôt chez eux et éviter tout rassemblement, alors que le commerce est complètement au ralenti dans de nombreux quartiers de la capitale. Siavash, on l'a dit, Internet reste coupé. Les communications avec l'Iran sont extrêmement difficiles depuis jeudi. On arrive à avoir, et c'en est l'illustration en ce moment, quelques appels internationaux. Comment est-ce que les Iraniens vivent ce blackout, cette situation? Alors très très mal. Il y a la vie est vraiment au ralenti. Les magasins sont pratiquement vides. Les gens préfèrent souvent rester à la maison et ne pas sortir. Il y a beaucoup de moins de trafic dans la rue. J'ai interrogé des commerçants qui me disaient que le nombre des clients avait baissé de 50% dans certains magasins. Il y a pratiquement aucun client qui vient. Et puis la coupure d'Internet empêche de nombreuses activités, par exemple, qui se faisaient sur Internet via les réseaux sociaux, via WhatsApp. Par exemple, toutes les personnes qui donnent des cours en ligne ne peuvent plus le faire. Donc c'est vraiment on assiste à une vie au ralenti depuis le début du mouvement, donc il y a plus de 2 semaines, et encore plus depuis la coupure de l'Internet à partir de jeudi soir, et l'Internet qui ne sent pas reprendre, puisque les autorités disent que en fait c'est une décision qui a été prise par les autorités chargées de la sécurité, et ce sont ces mêmes autorités qui peuvent décider
de faire reprendre l'Internet. Et la situation est telle que apparemment il faut encore attendre plusieurs jours pour que on ait de nouveau accès à l'Internet. Et Donald Trump entretient le flou quant à ses intentions vers l'Iran après avoir assuré que les États-Unis agiraient de manière très forte si les autorités iraniennes commençaient à exécuter des personnes arrêtées lors des manifestations qui secouent le pays depuis fin décembre. France 24. Donald Trump laisse encore planer le mystère sur ses intentions après avoir après avoir promis aux manifestants iraniens que l'aide était en route. Selon des sources proches de la Maison-Blanche, malgré des déclarations fortes, il est moins sûr de lui en privé. Et hier soir, il a donc dit à des journalistes que la situation était terrible en Iran, que selon lui, le régime avait commis de graves erreurs, mais il a aussi déclaré qu'il n'avait pas encore pris, que son administration n'avait pas encore pris de décision finale sur une éventuelle réponse à apporter face à la répression en Iran. Alors hier soir, à peine rentré d'un déplacement dans le Michigan, il a rejoint une réunion du Conseil de sécurité nationale qui était en cours, présidée par son vice-président J.D. Vance. Et lors de cette réunion, eh bien, les différentes options envisagées ont été de nouveau discutées. On sait notamment que parmi ces options envisagées, il y a des frappes contre des cibles liées à l'appareil sécuritaire l'appareil sécuritaire iranien ou encore de possibles cyberattaques. Et de son côté, eh bien, le département d'État exhorte les citoyens américains à quitter l'Iran. Et pour terminer, depuis ce 14 janvier, plusieurs grands sites culturels français appliquent une tarification différenciée selon l'origine des visiteurs. Objectif affiché, dégager de nouvelles recettes pour financer la rénovation du patrimoine. Une mesure controversée qui divise jusque dans les musées. France 24. Va changer à partir d'aujourd'hui, c'est que selon qu'on habite dans l'espace économique européen ou pas, eh bien, ça va être un critère de prix pour entrer dans certains musées. Alors l'espace européen, l'espace économique européen, c'est quoi? C'est les 27 pays de l'Union européenne, plus le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège. Et ça démarre fort avec le Louvre, puisqu'il vient d'ouvrir il y a quelques minutes, avec une nouvelle tarification, 32 € désormais pour un non-européen, 10 € de plus qu'un européen, 45% de plus pour 2,5 millions de personnes. Si on se réfère aux entrées de 2024, 2,5 millions de visiteurs étrangers, c'est-à-dire non européens, sur près de 9 millions de visiteurs au total. Deuxième symbole, le château de Versailles. Là aussi, à partir d'aujourd'hui, les visiteurs non européens payent plus cher. Alors la différence, elle est moins importante, elle est seulement de 3 €, 35 € pour la tarification de saison haute, c'est-à-dire l'été, contre 32 €. C'est un peu plus de 3 millions de visiteurs qui sont concernés. Et puis, on peut citer aussi la Sainte-Chapelle, qui avait déjà augmenté ses tarifs depuis le début de l'année, 22 € contre 16 € pour les Européens, le château de Chambord ou encore l'Opéra de Paris, avec une différence de 10 € selon qu'on soit européen ou pas pour ces deux derniers. D'autres monuments pourraient suivre, peut-être l'année prochaine, l'Arc de Triomphe ou encore le Mont Saint-Michel. Et c'était les points essentiels de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités.